Donc je me présente, moi c'est Philippe Aubertin, donc je suis à la fois celui qui va vous faire le petit speech ce soir, et je suis aussi le fondateur de la société AxOpen qui est donc là où vous êtes. Je vais pas vous saturer d'informations sur AxOpen ou moi-même. L'idée c'est juste de vous dire qu'AxOpen, on est une boîte d'une soixantaine de personnes. On est basé ici. En fait, on fait du développement et de l'expertise technique pour des clients de la région Rhône-Alpes. Voilà. Je glisse juste un mot parce qu'il y a Florian avec qui on travaille qui s'occupe de la partie recrutement. Et en ce moment, on recrute. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas. Est-ce que j'attaque tout de suite ou on attend ou... Comme tu veux, on peut y aller. Ouais. Ah bah, on me fait signe que c'est bon. Alors, je vais vous faire une petite présentation de format 20-30 minutes. L'idée, c'est que vous ayez un petit peu des questions. Je vais parler d'un sujet qui n'est pas forcément un sujet que vous avez l'habitude d'appréhender dans vos entreprises, mais c'est un petit peu un retour d'expérience sur ce qu'on a pu faire, nous, pour réduire la consommation énergétique de nos infrastructures au sens large. Et c'est une démarche qu'on est en train de mettre de plus en plus en place chez nos clients. Donc là, je vais avoir un focus qui est très orienté infrastructure et tout ce qu'on a mis en place pour réduire cet impact sur l'infrastructure. Je ferai des petits allers-retours sur la partie développement et sur la partie technique. Je vais essayer de vulgariser au maximum. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. L'idée que ça soit un peu interactif. Et puis j'essaierai d'être le moins pénible possible. Ah non, je ne peux pas faire de tactile, c'est vrai. Alors, ça va être très simple. Je vais vous faire une petite définition de ce qu'on avait avant, et puis toutes les actions qu'on a menées, et puis les différents gains qu'on a pu avoir. Mais avant, et pour bien comprendre le problème, je vais vous faire un petit avant-propos qui va cadrer le pourquoi on s'occupe de ce problème d'énergie, et pourquoi ça fait de plus en plus de sens de s'en occuper, et pourquoi chez nos clients aussi c'est vraiment un sujet. Je vais revenir de manière très synthétique sur ce slide qui va vous permettre juste d'avoir une vision globale de globalement qu'est-ce qui consomme dans une infrastructure informatique, euh, où sont les problèmes et du coup qui sont les acteurs qui peuvent agir. D'accord. Et spoiler alerte, en fait, l'objectif de tous ces slides-là, c'est vous dire que, un, il faut s'en occuper, et deux, les seuls qui peuvent s'en occuper, c'est des gens techniques qui sont aujourd'hui autour de cette présentation. Alors, rapidement, j'ai fait ce slide-là pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui consomme réellement dans l'infrastructure informatique telle qu'on l'a aujourd'hui, pour un petit peu casser les idées préreçues. On a la partie terminale. La partie terminale, je vais mettre tout ce qui est PC, tout ce qui est téléphone mobile, tout ça. Toute cette partie-là, ça consomme globalement 65% de l'impact énergétique de l'intégralité du cycle global de vos produits. D'accord. Vous avez globalement 20% qui est le réseau. Donc le réseau, hein, quand je parle du réseau, je parle de tout ce qui est infrastructure, tous les proxys, les routeurs, les bornes 4G, les bornes 5G, tout ça, ça consomme globalement 20%. C'est une infrastructure qu'on voit assez peu. Et en fait, ce qui consomme dans cette infrastructure-là, au-delà du fait de la construction du matériel, c'est vraiment l'usage et les données qui sont véhiculées. Et enfin, les data centers. Les data centers, c'est le sujet dont on vous parle tout le temps en disant les data centers, les data centers, les data centers. En fait, si on regarde l'image globale, c'est globalement que 15%. Alors vous allez me dire pourquoi les data centers, on en parle tant que ça. C'est parce qu'en fait, c'est très centralisé. Et donc du coup, un data center, ça consomme beaucoup d'énergie à un endroit donné. Alors qu'en fait, si on regarde le cycle global, c'est le terminal qui consomme le plus. Pourquoi le terminal consomme le plus? Parce que les terminaux, on les exploite très peu de temps. Un terminal, alors maintenant c'est un peu moins le cas, mais c'était genre 24 mois, 36 mois. Et en fait, les data centers, le gros avantage des data centers, c'est quand ils sont construits, ils sont exploités pendant une vingtaine d'années globalement. Donc c'est pour ça que même si ça coûte très cher de construire un data center, comme il est exploité plus longtemps, si on prend une analyse en cycle global, on s'aperçoit que c'est vraiment les problèmes, c'est les terminaux. Et c'est pour ça que vous avez souvent des messages de l'ADEME ou des agences comme ça qui vous disent, bah en fait, vraiment si vous voulez avoir un impact significatif simple, bah, réduisez le nombre de terminaux que vous avez ou même rallonger l'usage que vous avez de vos terminaux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a toujours cette espèce d'effet rebond en informatique, c'est-à-dire en gros, et je vais me l'expliquer après, on a tendance à réduire l'usage de certaines... on a d'optimiser les choses. Et par contre, il y a toujours un espèce d'effet rebond, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends n'importe qui autour d'ici, vous avez facilement 4 ou 5 écrans chez vous, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore une dizaine d'années en arrière. Et qui peut agir? Voilà, mon objectif, c'est de dire qui peut agir en fait réellement sur ces différents leviers-là. Sur les terminaux, en fait, globalement, faites confiance à Samsung, faites confiance à Apple, faites confiance à tous les constructeurs. On ne peut pas vraiment optimiser. Ils ont déjà fait un travail, ils sont à la corde. Et en fait, ceux qui décident réellement de ce qui se passe sur un téléphone ou sur un PC, en fait, c'est les développeurs. De la même manière, ce qui passe sur le réseau, nos amis, ouais. Oui, quand tu dis on ne peut pas vraiment optimiser, c'est à quel niveau? C'est sur la consommation d'énergie ou c'est sur l'impact général carbone
des machines. Alors, c'est une bonne remarque. Pendant toute la présentation, je vais volontairement fusionner la notion de CO2 et d'énergie parce que c'est trop compliqué à rentrer dans les détails. Ce que je veux dire par là, c'est que sur la construction du matériel, ils sont déjà quasiment à la corde en termes d'optimisation. Ils essayent vraiment de réduire. Ils ont des effets d'échelle énormes et ils ne peuvent pas vraiment améliorer beaucoup plus. Pour la partie réseau, les constructeurs, ils sont déjà au mieux de ce qu'ils peuvent faire sur la consommation énergétique des bornes. Par contre, ce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est ce qui passe dans la borne. Et en fait, ce qui se passe dans la borne, ils ne peuvent rien y faire. Parce qu'en fait, le flux, il y a un certain nombre de lois sur la neutralité. Et en fait, ils ne choisissent pas les flux qui passent par leur borne. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas optimiser ces flux-là. Et les data centers, il faut bien vous mettre dans l'idée qu'un constructeur de data center, prenez OVH, prenez Azure, prenez ce que vous voulez, ils ne savent pas, et heureusement d'ailleurs, ils ne savent pas ce qui se passe sur leur data center. Donc en gros, ce que je dis par là, c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas optimiser la charge qui est sur leur data center, parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui la maîtrisent. C'est vous, quand vous lancez un développement sur votre data center, quand vous lancez un calcul, c'est vous qui décidez de la charge de calcul, eux, ils vous fournissent les machines. D'accord. J'avance parce que ce n'est pas mon propos, donc je veux aller assez rapidement. Juste deux informations que je voudrais juste vous mettre en lumière, mais c'est vraiment pour que vous liez par acquis de conscience d'un raisonnement, c'est que les prix de l'énergie commencent à flamber, je pense que tout le monde en est à peu près conscient, et qu'on n'est pas sur une dynamique qui va baisser. Pourquoi je dis ça? C'est pour introduire mon slide d'après. Mon slide d'après, c'est ce fameux, alors ceux qui ne sont pas habitués à cette notion, le PUE. Le PUE qui est en gros la mesure d'efficacité d'un data center. Qu'est-ce que ça veut dire le PUE? C'est une donnée hyper importante, ça veut dire par rapport à l'énergie que je rentre dans mon data center, combien il y a d'énergie qui finissent dans des calculs. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous avez un data center, vous avez une machine, ok, elle est exploitée, mais en fait, il faut la refroidir, il faut faire de la maintenance, il faut lui amener des câbles, il faut mettre la sécurité incendie, tout ça, enfin tout ce que vous pouvez imaginer sur un data center. Et en fait, ça, c'est de l'énergie qui n'est pas directement utilisée pour faire des calculs, c'est de l'énergie qui est utilisée pour faire fonctionner le data center. D'accord. Et là, donc, ce slide-là qui est très intéressant, c'est la moyenne sur les data centers de Google. Alors, les chiffres sont un peu datés, mais ils sont très intéressants parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est en 2008, globalement, on perdait 20% de l'énergie juste à faire fonctionner le data center, à le refroidir, à tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à dessus. Et aujourd'hui, on est aux alentours de allez, 10%. D'accord. Donc maintenant, la question que je vous pose, c'est l'idée de dire les constructeurs de data center vont optimiser leur data center. En fait, dire ça, ça veut dire qu'ils peuvent optimiser de 10%. C'est la marge qu'ils peuvent faire. D'accord. Donc maintenant, je pose la question à tous les gens qui ont fait du développement dans leur vie, est-ce qu'ils peuvent optimiser leur code plus facilement de 10%? Je pense que oui. D'accord. Donc ce que je veux dire, c'est que les data centers, il ne faut pas attendre qu'ils nous sauvent dans les prochaines années. Ils sont déjà à la corde. Ils font ce qu'ils peuvent, et ils ne peuvent pas faire beaucoup mieux, et ils travaillent parce qu'en plus, comme c'est centralisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'ils gagnent un petit peu, ça leur fait gagner beaucoup d'argent, donc croyez-moi, ils font le boulot. Donc si j'en suis là, c'est pour, je continue là-dessus, c'est pour vous dire que, et pour la complétude de l'analyse, il y a un facteur que vous pourriez me rétorquer en me disant, ok, les data centers, ils sont au maximum de l'optimisation, mais en fait, on pourrait être sauvé parce que les processeurs vont s'améliorer. Et que du coup, pour une énergie donnée, je pourrais faire plus de calculs. C'est ça, la fameuse optimisation des data centers, c'est de se dire, en gros, c'est pas grave parce que demain, mon processeur, pour la même énergie consommée, il me fera 2 fois plus de calculs. Et ça, ce raisonnement-là que vous connaissez tous, hein, c'est la loi de Moore, la bonne vieille loi de Moore. Et en fait, on a tous plus ou moins entendu cette règle, on a tous compris cette règle. Et en plus, on est tous convaincus qu'on vit encore dans ce monde de la loi de Moore. On vit tous dans l'idée de se dire, en fait, les processeurs s'accélèrent, de tous les 18 mois, ça fait x2, et du coup, c'est super. Et en gros, moi, quand j'étais développeur au tout début de ma carrière, on n'optimisait pas notre code parce qu'on se disait, c'est pas bien grave, parce que dans 18 mois, je mettrai une machine de fou et ça ira 2 fois plus vite, quoi. Sauf qu'en fait, cette loi de Moore, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, en fait, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée assez tôt dans les années 2000. On était plutôt à 52% avant. On est arrivé dans les années 2000 dans les alentours de 20% par an, ce qui était déjà une belle optimisation. Depuis 2010-2012, on est plutôt dans un alentour de 12% par an. Et puis globalement, depuis 2015-2020, on est sur une amélioration de 2-3% par an. Et ça, c'est vrai, indépendamment de tout ce que vous entendez sur Nvidia ou compagnie. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'améliore pas vraiment les CPU depuis de nombreuses années. Donc, on utilise plein de subterfuges, on utilise un peu d'IA, on utilise pas mal de petits trucs. Mais en fait, fondamentalement, on n'améliore pas les CPU. Donc, ça veut dire que si je fais la synthèse par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est que les data centers, ils sont optimisés. Les CPU, ils ne vont pas magiquement s'améliorer. Alors, on peut toujours espérer un mec qui nous invente un truc extraordinaire, mais je veux dire, globalement, on n'a pas bien autre choix que de se dire qu'il va falloir s'occuper du problème d'optimisation de nos infrastructures, de nos codes et compagnie. Donc ça, c'était mon propos préliminaire.
juste pour cadrer un petit peu le sujet. Et du coup, voilà, vous avez compris où j'en arriverai, c'est de dire, bah en fait, finalement, moi, ça a été un peu une découverte quand j'ai discuté, enfin, j'ai commencé sur ces sujets-là, c'est de me dire, en fait, le problème, c'est juste nous, en fait. C'est juste nous en tant que développeurs, parce qu'on en a juste rien à faire, qu'on a l'habitude d'optimiser nos infrastructures en glissant le slider vers la droite pour augmenter le nombre de CPU, de RAM, de tout ce que vous voulez. Et qu'en fait, ça, dans les prochaines années, on ne peut pas rêver, ça ne se produira plus. Et ça, en tout cas, ça sera tellement à des coûts exorbitants que ça ne va pas marcher. Donc l'idée de se dire, une fois qu'on a fait ça, de se dire, bah, c'est un peu malheureux parce que nous, en tant que développeurs, on n'a pas trop envie de s'occuper de ça. Et en plus, on ne nous alloue pas de ressources pour s'occuper de ça. C'est de se dire, bah voilà, qu'est-ce que complètement on peut faire pour améliorer les choses. Alors, je suis parti du principe que j'allais vous dire de manière le plus simplement possible ce que nous, on a fait sur Axe Open et tout ce qu'on a réussi à mettre en place. Alors, juste pour vous dire, je pars du principe que on peut faire de l'optimisation programme à programme. Là, ce n'est pas l'objectif de cette présentation. L'objectif de cette présentation, c'est de vous dire qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'un SI globalement, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Juste pour vous dire, un SI, c'est compliqué. Voilà, l'objectif de ce slide, c'est pas vous dire, voilà les outils qu'on a en interne chez Axopen, on n'en a rien à faire. C'est de vous dire, un SI, c'est pas juste l'application que vous développez dans votre coin. Et quand on veut réaliser des économies d'échelle substantielles, ça ne sert à rien d'optimiser un logiciel, il faut travailler à l'échelle de l'entreprise. Et dans cette brassée de logiciels que vous avez là, vous avez un ERP, un site web, vous avez un GitLab, des runners, du DevOps, tout ce que vous voulez, des utilisateurs de documentation, des Kibana, des Elasticsearch, des gestionnaires de mots de passe, des gestionnaires de contenu. Vous avez un patchwork de trucs qui sont développés par nous-mêmes et un patchwork de trucs que vous avez pris sur étagère et puis des solutions que vous payez. Et en fait, le problème, c'est que si vous vous concentrez sur la petite application que vous développez vous-même, globalement, ça ne sert à rien. Typiquement, si vous vous concentrez, et c'est vraiment la mode du greenwashing de faire ça, c'est vous occuper du site web. Bon, le site web, dans un système d'exploitation, dans un système d'information global, c'est 2% de l'impact du CO2. Quoi. Donc en fait, c'est bien de faire un site web optimisé, mais ça ne sert à rien, globalement. Enfin, ça n'a pas d'impact, ça a un impact faible. Donc l'idée, c'est de se dire, bon, bah, tout ça, toutes ces applications-là, je ne les ai pas toutes listées, bah, tout ça, ça consomme. Et le tout, on a des environnements différents parce qu'on a des développeurs bien, donc on a un environnement de recettes, de dev, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc du coup, tout ça, c'est multiplié. Et en plus, par rapport au moment où moi j'ai démarré ma carrière, bah, on est de plus en plus dans des infrastructures virtualisées, donc on en crée facilement, on en démarre, on en arrête et compagnie. Et donc du coup, pendant de nombreuses années, on n'en avait rien à faire. Et du coup, hop, je passe ces deux slides, j'y reviendrai après. On en était arrivé à un point où pour une petite boîte comme nous, une soixantaine de personnes, bah, on avait globalement une quarantaine de ressources qui étaient allouées. Alors on était déjà sur des environnements virtualisés. On avait globalement 56 Go de RAM et 26 CPU qui tournaient pour nous, 24-24, juste pour faire tourner notre infrastructure. Sachant que on n'en avait rien à faire, donc on prenait un petit peu les ressources là où on en avait envie. Donc on en avait pas mal qui étaient donc on était sur du Azure, on avait déjà pas mal migré par rapport à ça. Et on avait une grosse partie qui était en West Europe, donc ce qu'on appelle les Pays-Bas, et tout ce qui était en France Centre, Paris. Et 60-40, pourquoi? C'est juste parce que quand on faisait clic droit à créer un service, on prenait le premier qui nous proposait ou le moins cher. Et on ne se posait pas vraiment la question, parce qu'en fait c'était pas très cher et qu'on s'en fichait un peu. Tout ça c'était globalement Up 24-24. Et ben ouais, parce qu'on était en 2024 et qu'on trouvait ça cool de faire tourner ça tout le temps. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, on est une boîte normale et on s'arrête à travailler à 21h, enfin à peu près tous, hein, Antoine? Moi. Si on fait juste ça, en fait, globalement, il fallait que vous reteniez que ça coûte environ, si vous faites ça là, sur une infrastructure, vous optimisez un petit peu correctement, ça vous coûte 2000 euros par mois, hors taxe, c'est à peu près le prix. Ça, c'était avant les grosses augmentations tarifaires, donc ça a encore augmenté, mais c'était pour vous dire un petit peu ce que ça coûtait. Donc une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose qu'il faut faire, c'est de calculer globalement ce que vous utilisez réellement. Parce qu'en fait, vous êtes au courant que quand vous utilisez un service sur Azure AWS, en fait, vous êtes facturé pour tout l'usage, mais en fait, ce que consomme vraiment le data center, c'est ce que vous utilisez, parce que le reste du temps, il mutualise vos ressources. Donc avec pas mal de temps, on est arrivé à cette petite équation que vous pourrez retrouver sur Internet, qui est à peu près celle usuelle, qui vous donne, et je ne vais pas rentrer dans le détail, qui vous donne une opération très simple, qui vous dit en gros, en fonction du CPU qui est utilisé, dans le temps, vous faites une intégrale, vous avez la courbe dessous, et ça vous donne un peu votre usage. Mais j'y reviendrai un petit peu là-dessus. Donc on a fait ça, et du coup ça nous a permis de se donner un certain nombre de chiffres, qui est de se dire, bah voilà, globalement, si on part en termes de grammes de CO2 par kilowattheure et compagnie, ça nous donnait des impacts assez intéressants, sachant que cette infrastructure, elle était éparpillée, ça nous prenait pas mal de temps à maintenir. Alors, vous pourrez vous étonner de vous dire, bah, West Europe, c'était beaucoup plus cher enfin, ça coûtait beaucoup plus de grammes de CO2 de carbone que France Centre. Pourquoi? Parce que
et je reviens à mon slide d'avant, parce que voilà. Parce que ça, c'est la carte que vous pouvez trouver sur Internet, qui est actualisée en temps réel, qui s'appelle Électricité Map, qui vous donne l'intensité carbone de tous les pays d'Europe. Vous avez même dans les pays les pays anglo-saxons, vous pouvez aller aux États-Unis et compagnie. Et ça, en fait, c'est la réalité de, pour 1 kilowatt d'énergie que je consomme, voilà l'équivalent de CO2 que ça produit. Et si vous prenez nos amis les Pays-Bas, eh bien vous apercevez qu'ils ne sont pas très bons. Il y en a certains, c'est pire. Si vous prenez la Pologne, qui sont essentiellement au charbon, c'était encore pire. Et là, on s'aperçoit que les pays qui sont verts, d'accord, c'est les pays, la France, parce qu'on a une grosse énergie décarbonée, et les pays du Nord, si vous posez la question pourquoi les pays du Nord sont tout à fait verts, c'est parce qu'en fait, ils ont une géographie qui leur permet d'avoir des barrages et de l'hydroélectricité. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont très bons. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, quand vous avez un hébergeur type AWS, type Azure, type Google ou n'importe quoi, vous avez la possibilité de déplacer votre workload de travail à peu près partout dans le monde. Et c'est une décision souvent qui n'est pas bien réfléchie parce qu'on le fait juste par rapidité. Alors qu'en fait, ça a un impact très significatif sur le bilan carbone. Hop, je continue d'avancer. Donc ça, c'était le constat. C'était le constat de là où on en était avant de s'occuper du problème. Et on s'est dit, avant d'aller recommander des choses à nos clients, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Partie 2 de ma présentation, et ça va aller assez vite, c'est de se dire, bon, maintenant qu'on a pris conscience du problème, qu'on l'a chiffré, qu'on l'a mesuré, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Voici les 6, 7, je sais pas combien, choses qu'on a mis en place. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a rationalisé, et c'était pas la plus facile, on a rationalisé tous les services qu'on utilisait, et on a viré tous ceux qu'on n'utilisait pas vraiment. Dans un système d'information, je pense dans n'importe quelle de vos boîtes, vous avez plein de logiciels qui ne sont jamais utilisés. Parce qu'en fait, vous avez pensé qu'à un moment, quelqu'un a pensé que c'était une bonne idée d'utiliser cet outil, donc il l'a installé, et puis en fait, plus personne n'ose poser la question de dire quelqu'un l'utilise. Ou tu as 2 personnes dans un service qui l'utilisent, donc tu le gardes, mais en fait, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Parce que c'est un truc qui est couvert par d'autres logiciels ailleurs. Donc le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a viré un nombre de services incroyables qu'on n'utilisait pas ou peu, en se disant, on va rationaliser. Une fois qu'on a fait ça, on avait un ensemble de VM, on avait plein de services qui étaient utilisés partout. On a utilisé donc Kubernetes, pour ceux qui connaissent. Donc Kubernetes, c'est globalement, vous achetez un nombre de serveurs et puis après, vous pouvez héberger un petit peu ce que vous voulez dessus sous la forme de pod là-dessus. Donc on a tout rationalisé, on a tout remis là-dessus et ça a été assez compliqué. Pourquoi ça a été assez compliqué? Ça a été assez compliqué parce qu'en fait, il y a des applications qui ne sont pas nativement faites pour aller sur un cube. Pourquoi ce n'est pas nativement fait pour aller sur un cube? Parce que quand vous prenez une solution sur étagère, un logiciel classique, il n'est pas nativement fait pour fonctionner sur un cube. Si c'est votre développement natif à vous, c'est facile parce que vous maîtrisez tout. Quand c'est un développement qui n'est pas fait par vous, c'est beaucoup plus compliqué. Mais nous, on a été vraiment, et l'équipe de DevOps chez nous a bien travaillé là-dessus, c'est-à-dire qu'on a tout regroupé sur un cube. Et ça a été compliqué. Et en fait, quand vous faites ça, vous pouvez diviser, on a réduit un nombre de ressources incalculable en faisant ça. La deuxième chose qu'on a fait, c'est que on est une boîte d'informatique, on fait beaucoup de déploiements. Et le déploiement, aujourd'hui, à chaque fois que vous compilez une application, vous faites fondre un iceberg quasiment, parce que vous instanciez un serveur, vous instanciez des Docker, vous instanciez vos tests, tout ce que vous pouvez imaginer, des bases de données, tout ça. Et ça prenait énormément d'infrastructures et de ressources. Donc on a décidé de le séparer dans un autre Kubernetes, séparé, qu'on a la possibilité de couper beaucoup plus facilement que le premier Kubernetes qui est de la prod. Donc en faisant ça, on a énormément réduit nos besoins en termes de gigas et de CPU, on a vraiment réduit. Et après, on a fait 2 choses. On a migré, donc en faisant ça, on a rapatrié toute notre charge de travail, on l'a rapatriée sur France Centre. Donc ça, c'était presque l'action la plus facile. Pas forcément évident, pourquoi? Parce que dans les systèmes d'hébergement, vous n'avez pas forcément tous les services qui sont disponibles dans toutes les régions. Donc du coup, on a dû travailler un petit peu pour faire ça. Et le plus dur, c'est ce point-là, c'est d'arrêter les applications la nuit. Donc ça a été très compliqué. On s'est battu énormément avec beaucoup de gens en interne parce que tout le monde était convaincu qu'il avait besoin d'avoir GitLab à 2h du matin. On s'est battu énormément pour faire comprendre aux gens qu'en fait, on s'en fiche de ça. Et qu'en fait, on a fait tout un système pour dire, si vous avez vraiment besoin de GitLab, vous avez la possibilité de faire une demande support la journée et on vous laissera le GitLab ouvert. Bon, ça fait 2 ans, c'est arrivé 2 fois. Donc en fait, finalement, les gens ne travaillent pas la nuit. Et c'est peut-être plutôt rassurant. Donc ça, on s'est beaucoup battu là-dessus. Et donc du coup, le gros intérêt, c'est que l'intégralité de notre infrastructure s'éteint la nuit. Donc à 21h, shutdown. Ce qui a énormément d'intérêt, c'est que déjà, vous économisez des ressources. Ça a 2 autres intérêts un peu cachés. C'est quand vous éteignez votre infrastructure la nuit,
bah déjà, vous avez un peu peur qu'elle ne redémarre pas. Et deuxièmement, le gros intérêt, c'est que vous pouvez passer tous vos batchs de sécurité la nuit parce qu'il n'y a plus rien qui tourne. Donc vous êtes serein. Et 90% des attaques informatiques, si vous êtes déjà fait hacker quelque chose, ça se passe la nuit, ça se passe sur d'autres fuseaux horaires. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué d'attaquer notre système d'information parce qu'il ne tourne pas la nuit. Donc ça a un aspect assez pratique. Dernière chose, et c'est presque un anti-pattern par rapport à ce qu'on a pu apprendre, c'est qu'on a consolidé les bases de données. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, on avait un logiciel, une base de données. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, c'est un peu stupide, quoi. Et on a regroupé tout ça au sein de schémas d'une même base de données. Donc on a réduit le nombre d'instances de base de données, ce qui nous a gagné pas mal bah, déjà de coûts, c'est sûr. Et en fait, ça nous aide pas mal parce que du coup, on n'a qu'une seule version de base de données administrée. Voilà. Ça, c'est des choses qui paraissent simples à faire, mais qui ne sont pas si simples parce que quand vous avez plein de logiciels différents, bah, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins de base de données, pas les mêmes versions. Et du coup, il faut harmoniser tout ça. Donc c'est un petit peu un boulot qui a été compliqué. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? C'est bah, le gros intérêt quand vous passez sur un Kubernetes versus 50 machines virtuelles, c'est que vous avez beaucoup moins de travail à faire pour les montées de version d'OS, mettre à jour votre Linux parce qu'il n'est pas à jour. Toutes ces parties-là, vous n'avez plus à le faire, donc on a économisé pas mal là-dessus. Et du coup, ça me permet d'introduire quelque chose qui est très important, qui devrait être fait tout le monde, c'est d'introduire la consommation énergétique ou CO2 d'un développeur. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, quand vous êtes chef d'entreprise ou quand vous allez voir des clients, en fait, il faut toujours avoir cet arbitrage entre se dire, est-ce que l'optimisation que je suis en train de mettre en place, est-ce qu'il est rentable par rapport à la dépense que je mets en place? Et en fait, quand on parle de ça, quand on dit bah, ça va être intéressant ou pas de réduire la consommation énergétique d'un serveur, la question qu'il faut se poser, la bonne question, c'est est-ce que ça vaut le coup de payer 2 jours d'un DevOps pour le faire? Et en fait, un chef d'entreprise ou un gestionnaire, il pense toujours comme ça. Est-ce que c'est rentable ou pas? Et pour mettre sur un pied d'égalité le fait d'optimiser un serveur la nuit et le coût d'une prestation, bah, le plus simple, c'est de faire un équivalent CO2 d'une personne à la journée. Et pour faire ça, vous faites votre bilan carbone de votre entreprise et vous êtes capable de vous dire oui ou non, ça a un intérêt, au-delà de la partie financière, d'investir dans l'optimisation de votre infrastructure. Donc ça, c'est tout ce qu'on a mis en place. Je vois que le temps défile, je ne vais pas essayer de pas d'être trop long, et ça tombe pas mal parce que j'arrive à la fin. On va au résultat. Voilà. Donc oui, quand on s'occupe des sujets, ça fonctionne. En première intention, quand on a fait toute cette partie-là, on a utilisé à peu près globalement, on a réduit de 85% l'équivalent CO2 de toute l'infrastructure d'Axopen. Et on verra sur le schéma. On a réduit, alors moins la partie facturation. Pourquoi on a moins réduit la partie facturation? Parce que les fonctionnements d'Azure fait qu'ils vous fonctionnent des services des fois même s'ils sont arrêtés. Donc on a gagné en énergie, mais on n'a pas forcément gagné en tarifaire. On a quand même économisé 50%, ce qui n'est pas ni neutre ni dégoûtant. Et enfin, on a gagné pas mal de temps parce qu'on a réduit le nombre de jours de besoin là-dessus. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de vous projeter ça sur ce schéma-là. Donc ça, c'est le schéma. En fait, on a, c'est tout bête, hein, c'est un Power BI qui calcule en temps réel la consommation énergétique de nos serveurs. Donc là, c'est en grammes de CO2. Okay. Donc ça, la partie bleu foncé que vous avez avant, c'est avant qu'on s'en occupe. Donc ce que vous pouviez voir, c'est déjà c'est haut. Et puis en plus, la courbe, elle était to the sky, quoi. Donc on a commencé à s'occuper du problème, on a déplacé nos workloads, c'est ce que j'ai dit, on les a mis en France, on a supprimé des services et on a déjà descendu de manière très conséquente notre infrastructure. Donc on a commencé à réduire vraiment l'intensité. La deuxième chose qu'on a mis en place, donc on est sur ce trend d'ici, là-dessus. Les alternances que vous voyez entre les hauts et les bas, c'est les jours et les nuits. D'accord. À partir de ce moment-là, on s'est dit, bah, on va arrêter nos infrastructures la nuit. Donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a redivisé par 2. Et le flux que vous voyez en bas, c'est parce que sur Azure, c'est un problème Azure, c'est qu'on ne peut pas éteindre les bases de données la nuit. En tout cas, elles nous sont facturées et elles nous coûtent pareil. Donc ça, c'est un problème. Si on était sur AWS, on aurait pu faire ça, mais sur Azure, on ne peut pas faire ça, bien malheureusement. Donc, et puis, on a quand même un petit peu d'infrastructure qui tourne sur le Kubernetes, parce que Kubernetes n'accepte pas d'être arrêté complètement. On a besoin d'avoir un certain nombre de services qui tournent, ne serait-ce que pour pouvoir faire le scaling et le redémarrer. Donc ça, on n'a pas pu aller bien plus loin. Ici, ça augmente. Pourquoi? Parce qu'on s'en occupait plus. Donc, comme on s'en occupe plus, ça augmente. Et ici, on a perdu les données parce qu'on a oublié de s'en occuper. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez un trou de 6 mois où on n'a pas de données. Et là, on en est là. Et donc, ce qu'on peut savoir, c'est que c'est quand même beaucoup mieux que par rapport à avant. Que retenir? Que retenir? Bah, c'est possible de faire des choses. Voilà.
le sujet numéro un, c'est que c'est possible de faire des choses. J'aurais pu vous faire la même présentation parce qu'on a pas mal travaillé sur la partie code, comment on optimise son code, comment on fait en sorte que ça réduit moins, quel framework utiliser et compagnie. On aurait pu travailler là-dessus. Là, c'était pas l'objectif, c'était vraiment de travailler sur la partie infrastructure. Et on a gagné énormément sur ce point-là. Et je pense que c'est un point qui est trop souvent négligé, c'est que réduire le nombre de services, réduire le temps d'usage de ces services, c'est autant de réduction de surface d'attaque pour un attaquant quelconque. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que plus vous réduisez, plus vous simplifiez les choses, moins vous avez de possibilités de vous faire hacker. Et on sait qu'aujourd'hui, la cybersécurité, tout ce qui tourne autour de ça, c'est des vrais enjeux. Donc on y a gagné beaucoup. Moi, je suis beaucoup plus serein de me dire que rien tourne la nuit parce que moi, je ne me ferai pas attaquer la nuit. Enfin, et c'est un autre point, c'est que sauvegarder, c'est plus simple parce que quand tout est arrêté, c'est facile de sauvegarder. C'est beaucoup plus difficile. Je pense que vous l'avez tous essayé de faire des backups à chaud. C'est beaucoup plus compliqué. Quand on arrête l'infrastructure, c'est plus simple. Par contre, et c'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des applications qui s'arrêtent. Je pense qu'en tant que développeur, on a toujours un peu un petit côté mystique de dire ouh, si ça redémarrait pas. Donc il faut arriver à dépasser ça. Et en fait, ce qui a été le plus compliqué, et ce qui a été vraiment compliqué dans les applications qu'on développait, c'est que, ben, en fait, on a tous tendance à faire tourner des batchs la nuit, parce qu'il n'y avait personne. Donc, du coup, le batch de facturation, le batch de relance, le batch de calcul des échéances, enfin, tous les batchs que vous pouvez imaginer, généralement, on a tendance à les mettre à 2 h du matin, en se disant super, ils sont démarrés, ils auront fini demain matin. Et du coup, quand vous arrêtez votre infrastructure, quand vous travaillez vraiment sur la disponibilité de vos infrastructures, ben, en fait, vous ne pouvez plus vraiment avoir ce petit hack qui était de faire déplacer le travail. Donc, vous êtes obligé de vous poser la question de comment faire tourner vos batchs en même temps que les opérations qui fonctionnent. Et donc ça, c'est vrai que ça demande, et c'est pas forcément évident, ça demande un petit peu de réflexion sur la manière de faire. Et je m'en arrêterai là. Je suis à peu près dans les temps. Merci. S'il y a des questions? Est-ce que le micro est allumé? Côté régie. C'est bon? Ok. Je voulais revenir un tout petit peu sur un point du début sur les laptops. D'après l'ADEME, un laptop qui va être utilisé 5 ans, c'est 193 kg de CO2, dont 183 pour le construire Ouais, et 10 pour son usage sur les 5 ans. Et exactement. je voulais juste revenir sur un truc sur le matériel. En fait, le gain de 5 kg de CO2 par mois, il faut faire attention, ça peut être très facile de le mettre à la poubelle si on change un laptop qu'il n'aurait pas fallu, si on change un téléphone qu'il n'aurait pas fallu. Alors, je vais quand même essayer que ça ressemble à une question. Est-ce que tu as des choses à proposer pour ça? Ouais. Parce que j'ai sorti un truc de mon sac pour ça. Non, eh ben alors c'est un slide que j'ai sauté. Voilà, c'est ce slide que je voulais, et ça va me faire là-dessus. C'est en fait la clé numéro un, c'est la sobriété, donc c'est la réduction des fonctionnalités, la réduction du nombre de matériel. Et il a parfaitement raison. En fait, vous pouvez économiser un petit peu sur votre infrastructure, mais si vous changez votre téléphone ou votre PC tous les 6 mois, ça n'a aucun intérêt. Donc là, ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais je suis d'accord que quand on fait un bilan carbone, faut prendre les bonnes échelles de temps. Et seulement quand vous avez fait travailler sur la sobriété, la réduction de tout ça, vous pouvez travailler sur ce qu'on a expliqué là, c'est-à-dire l'optimisation de vos applications et de vos codes, et enfin sur la partie hébergement. Et là, aujourd'hui, on se concentrait vraiment sur la partie hébergement, mais c'est tout à fait vrai. Sur les laptops, si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder ça. Donc vous voyez, c'est pas une brique, hein. C'est un laptop qui s'appelle Framework, qui est réparable, upgradable, qui a des bonnes idées du genre des IO configurables. Donc à l'échelle d'une société, quand il y a un PC qui lâche, regardez si on remplace par des frameworks plutôt que par des Dell qu'il faudra acheter. Alors, faut pas changer les 60 PC pour mettre des frameworks à la place. C'est contre-productif. Mais se dire, tiens, quand ça lâche, est-ce que je regarderai pas framework parce que derrière, ça va faciliter la gestion de mon parc. J'aurai des choses réparables. C'est des machines qui sont franchement bien. Et ça peut être une solution à ce problème-là. Ça peut vachement réduire le truc. J'ai pas d'action chez Framework. J'aurais dû en prendre quand ils ont lancé parce que ça va pas mal leur histoire, mais j'en ai pas pris. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, au final, quels sont les plus gros gains pour le moins d'efforts? Alors, il y a l'achat matériel ou le non-achat matériel. Et du coup, l'autre, c'est choisir la région de son data center, c'est ça? Le gros gain facile. Alors, le plus simple. Ouais. Ouais. Le plus simple, c'est parce que ça demande quasiment pas d'effort si vous êtes sur un hyperviseur qui le permet.
Et après, je dirais les deux autres points qui sont pas mal, c'est arrêter les services que vous n'utilisez pas. Et ça, en fait, c'est vrai que c'est bête, hein, mais moi, à chaque fois que je fais dans une entreprise, je leur demande la liste de leurs applications. En fait, il y a la moitié, personne ne sait pourquoi elles tournent. Ou alors elles tournent parce qu'il y a un gars dans un service qui l'utilise. Et ça, c'est vraiment un gain qui est facile à faire et qui gagne beaucoup. Ok. Si tu réduis ton bill, tu vas réduire ton globalement. Donc ta lambda qui s'appelle elle-même. Là, c'est deux capteurs pour l'instant. Autre question? Oui. Yes. Moi j'ai une question. Est-ce que, parce que j'imagine avant d'attaquer la 3, vous avez fait la 1 et la 2, et sur la partie sobriété, moins de fonctionnalités, qu'est-ce que vous avez opéré avant d'attaquer la partie hébergement? Alors le problème de la sobriété sur nos trucs à nous, il n'y avait pas beaucoup de sens parce qu'on était déjà pas mal à la corde. Par contre, nous, ce qu'on a déployé, mais ce n'est pas dans le périmètre de cette présentation, c'est auprès de nos clients, c'est-à-dire dans les phases de cadrage et de réflexion, de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut discuter et challenger les fonctionnalités pour en mettre moins, et pour celles qui restent, les mettre mieux. Et ça passe essentiellement par rendre visible auprès du client les fonctionnalités qui ont un impact ou qui n'ont pas d'impact. Je prends un exemple très très simple. Si votre client il veut uploader des vidéos en 4K, ça a un impact extraordinaire par rapport à s'il veut faire un formulaire, quoi. Donc, mais le chef de projet qui est en face, ou le décideur, ou l'acheteur, en fait, il n'en sait rien, lui. Donc, en gros, si on veut être raisonnable dans la sobriété, déjà, c'est un travail de tous les acteurs, mais il faut essayer de rendre visible des choses qui ne sont pas forcément visibles pour les personnes. Claire, merci. D'autres questions? Non. Moi, j'en ai une. Vas-y. Alors, j'ai peut-être loupé l'info, mais alors, vous avez des clients. Et est-ce que vous hébergez pour ces clients-là? Non. Non. Non, une politique de la maison, c'est jamais d'héberger pour nos clients. Par contre, nos clients hébergent là-dessus, on les guide et on les aide à le faire sur des infrastructures type Azure, AWS, peu importe. Et par contre, après, on essaye de les aider à réduire leur consommation là-dessus. D'accord, ok. Vous avez des demandes pour essayer de réduire ça? Alors, je ne vais pas te mentir, on n'a pas énormément de demandes. Par contre, on leur en parle et on le fait. Mais je veux dire, de base, malheureusement, c'est que les coûts d'infrastructure sont encore trop peu chers pour qu'ils aient envie de s'en occuper. Mais c'est en train de changer parce qu'il y a un mouvement de réduction de la facture globale du cloud qui est en train de se mettre en place. Donc, ça devient des enjeux. Et même en leur montrant la courbe que tu nous as montrée, où vraiment on coupe en deux la consommation, entre guillemets. Il faut toujours remettre ça par rapport au prix d'un développeur ou d'un expert. Et du coup, souvent, c'est trop cher de travailler. Alors du coup, vous avez dit quand même 84% de consommation en moins pour Axopen, qui était déjà, de ce que j'ai compris, assez un bon élève sur ce sujet. Est-ce que vous aviez, avant de faire tous ces changements, d'entamer la transition, un peu benchmarké ce qui s'était fait dans les autres entreprises et peut-être évaluer à quel point, dans le monde, si toutes les entreprises faisaient un peu cette opération, est-ce que ce serait aussi 84% à l'échelle mondiale? Est-ce que ça pourrait faire? Alors, on n'a pas de données parce que j'ai pas de données et puis j'ai pas vraiment cherché et puis c'est pas forcément des choses sur lesquelles les gens communiquent. Par contre, de dire d'experts, au vu de nos clients, je peux te dire qu'on peut largement optimiser 84% de nos clients, sauf qu'on le fait pas et on s'en occupe pas. Mais enfin, je veux dire, la marge de progression, elle serait largement de cet ordre-là. Ok. Mais par contre, ça se fait pas sans décision forte, quoi. Non, plus. Ah, j'en ai une petite, allez. Allez, vas-y. Toujours sur la courbe, il y a un moment où tu dis on s'en occupe plus, ça remonte. Quand tu dis on s'en occupe plus, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est un effort que DevOps, code, ou simplement créer des nouvelles instances Tu sais, c'est le problème général d'une entreprise. C'est-à-dire que naturellement, si tu t'en occupes pas, les choses, les nouveaux, ils s'en occupent pas. Tu installes rapidement un service parce que tu en as besoin. Tu utilises un service que tu décommissionnes pas. Ça revient très vite, en fait. Ok. Et du coup, si tu fais pas le travail régulier de te reposer la question de dire est-ce que tous ces services on en a besoin, en fait, tu redérives rapidement. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut mener en permanence. Et je le dis, si mon équipe DevOps m'écoute, il faut s'en réoccuper. Et ça fait un moment qu'on s'en est pas occupé. C'est l'heure. Une fois par an. Une fois par an, il faut au moins s'en occuper. Ouais. Ok. Plus de questions? Très bien. Et on va clôturer ce sujet du coup. Merci à tous. Merci à toi. Ça va, ça